Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis ouvrier agricole au haras du Chêne Tordu. Je n'aurais jamais imaginé que la femme la plus dure que j'ai jamais rencontrée m'apprendrait que la vraie force, c'est de savoir quand lâcher prise. Mais laissez-moi commencer par le début. Tout a commencé le jour où j'ai poussé la grille en fer forgé de cette propriété perdue dans les collines du Perche, le gravier crissant sous les semelles usées de mes bottes. Le vent de fin d'été sentait la terre humide et le foin qui séchait au loin. La maison principale était une vieille bâtisse en pierre, solide, avec un grand chêne aux branches tordues qui lui faisait de l'ombre, comme s'il la protégeait. J'ai posé mon unique sac de voyage par terre, et j'ai passé une main sur l'écorce rugueuse de l'arbre. Le silence n'était brisé que par le hennissement lointain d'un cheval, et le claquement régulier d'un volet mal fixé quelque part sur la façade. On m'a installé dans une petite dépendance, l'ancienne maison du gardien. Une seule pièce, avec un lit, une table et une chaise. Par la fenêtre, je voyais les paddocks s'étendre à perte de vue. J'ai défait mon sac, rangeant le peu d'affaires que je possédais dans la commode en bois sombre. Le geste était mécanique, le même que j'avais fait dans une demi-douzaine d'autres fermes avant celle-ci. J'ai poussé la fenêtre, laissant l'air frais entrer. Ma routine s'est installée dès le lendemain. Debout avant le soleil, quand la brume s'accroche encore aux clôtures. Je commençais par nourrir les chevaux. L'odeur de l'avoine et du cuir froid de la sellerie se mêlait à la buée de leur souffle, dans la lumière jaune des ampoules de l'écurie. Je nettoyais les box, le bruit de ma fourche grattant le béton était le seul son qui m'accompagnait. C'était un travail simple, honnête, qui occupait mes mains et laissait mon esprit tranquille. Un après-midi, en réparant une clôture au fond d'un pré, ma tenaille s'est arrêtée en plein mouvement. J'ai regardé le nom du haras peint en lettres noires sur un panneau de bois. Le Chêne Tordu. Ça m'a rappelé le panneau qu'avait fabriqué mon père, celui de notre ferme, avant qu'on doive tout vendre. J'ai secoué la tête et j'ai retordu le fil de fer avec un peu plus de force que nécessaire, le métal froid mordant dans la paume de ma main. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Le bruit de ses pas sur le chemin de terre m'a fait tourner la tête. Elle n'était pas grande, mais elle se tenait incroyablement droite, presque rigide. Le soleil tapait fort. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, les bras croisés. Elle devait avoir presque 40 ans. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et quelques mèches grises s'échappaient sur ses tempes. Elle m'a regardé travailler sans rien dire pendant une bonne minute. Elle s'appelait Hélène. Sa voix était plus grave que ce à quoi je m'attendais, un peu rêche. Elle m'a désigné un jeune étalon qui piaffait dans le paddock voisin. « Montrez-moi ce que vous savez faire avec celui-là », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. C'était un test. J'ai hoché la tête, j'ai posé mes outils, et j'ai enjambé la clôture. Ses yeux ne m'ont pas quitté une seule seconde, évaluant chacun de mes gestes, chaque mot que je murmurais au cheval. Je me suis approché de l'animal lentement, en lui parlant doucement, la main tendue. Il a fini par laisser mon contact sur son encolure. J'ai attrapé le licol, et je l'ai mené en cercle, calmement, jusqu'à ce que ses muscles se détendent. Quand j'ai relevé les yeux vers elle, Hélène avait un pli au coin des lèvres. Elle s'est appuyée discrètement contre un poteau de la clôture, juste un instant, avant de se redresser vivement comme si elle s'était surprise à le faire. Elle a fait un signe de tête, bref. « Vous ferez l'affaire. » Puis elle s'est retournée. C'est là que j'ai remarqué la paire de gants de travail en cuir glissés dans la poche arrière de son jean. Ils étaient usés, presque déformés par l'habitude. L'un d'eux avait une sangle de cuir supplémentaire cousue au niveau du poignet. Ce détail m'a intrigué. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le dos de ma main et je suis resté là à la regarder s'éloigner. Ses mains, quand elle m'a donné mes premières instructions, étaient expertes, mais j'ai vu que les articulations de ses doigts étaient légèrement gonflées. Elle les gardait à moitié fermées, comme pour cacher quelque chose. Elle a pointé le bâtiment du doigt pour me montrer où ranger le matériel. Son geste était précis, mais manquait d'une certaine souplesse. Elle ne souriait pas une seule fois. Le contact était purement professionnel, distant. Le soir tombait sur les collines. La lumière orange découpait sa silhouette alors qu'elle marchait vers la maison. Elle n'a pas regardé en arrière. Je suis resté seul près de la clôture, l'odeur du cheval encore sur mes mains. Le vent s'est levé, faisant bruisser les feuilles du grand chêne. J'avais un toit, du travail pour les mois à venir, et une patronne qui semblait bâtie dans la même pierre que sa maison. Elle s'est arrêtée sur le perron et a dit, sans se retourner, sa voix portant dans l'air du soir, « Léo, demain, 6 heures à l'écurie. On s'occupera de Belle. » Puis la porte s'est refermée derrière elle, me laissant avec le silence du champ et ce nom qui flottait entre nous. Hélène. J'ai ramassé ma tenaille et je suis retourné vers la petite dépendance. La journée était finie, mais je sentais que quelque chose venait juste de commencer. Le lendemain matin, le ciel était encore gris quand j'ai poussé la lourde porte de l'écurie. 6 heures pile. L'odeur de foin et de cheval m'a enveloppé. Hélène était déjà là,
près du box de Belle, une vieille jument percheronne à la robe pommelée. Elle lui brossait la crinière. Son geste était lent et méthodique. Elle portait les mêmes gants de travail en cuir que la veille. Elle a levé la tête à mon arrivée, sans un mot, et m'a tendu une autre brosse. Nous avons travaillé en silence, le seul bruit étant le crissement des brosses sur le poil de la jument et son souffle calme. J'ai remarqué qu'Hélène se tenait toujours légèrement en appui sur sa jambe gauche, évitant de mettre trop de poids sur la droite. Quand elle a dû se pencher pour curer les sabots arrière, elle a posé une main sur le mur du box. Juste un instant, comme pour s'assurer de son équilibre. J'ai fait semblant de ne pas voir et j'ai continué à démêler la queue de Belle. Les jours se sont enchaînés, rythmés par le soleil et les besoins de la ferme. Nos conversations étaient courtes, pratiques. Passe-moi le marteau. La clôture du Prénord est à refaire. Il va pleuvoir avant ce soir. Je la voyais s'appuyer discrètement contre le tracteur après avoir déchargé des ballots de paille, ou masser son poignet droit quand elle pensait que je regardais ailleurs. Elle ne se plaignait jamais. Son armure était sans faille, et pourtant, je commençais à en voir les fines fissures. Si cette histoire commence à vous parler, si vous reconnaissez ce genre de silence qui en dit long, alors restez avec moi. Vous pouvez vous abonner, laissez un pouce en l'air. Bon, je continue, parce que c'est à partir de là que le silence a commencé à changer de poids, à prendre une autre place entre nous. Une semaine plus tard, nous étions en train de réparer cette fameuse clôture du Prénord. Je plantais les piquets à la masse, le choc résonnant dans mes bras, tandis qu'elle déroulait le fil de fer barbelé. Le soleil de septembre tapait fort. Je lui ai tendu ma gourde. Nos doigts se sont effleurés quand elle l'a prise. Elle a retiré sa main si vite que quelques gouttes d'eau ont éclaboussé le sol sec. Elle a bu une gorgée, les yeux fixés sur les collines, au loin, puis me l'a rendue sans croiser mon regard. Un après-midi, elle m'a demandé de l'accompagner au village pour chercher des sacs de grains. Elle conduisait le vieux pick-up, et j'ai vu son visage se crisper légèrement à chaque fois qu'elle devait débrayer. Au magasin, elle a salué le propriétaire par son prénom et a discuté des dernières pluies. Pendant ce temps, elle m'a laissé charger les sacs de 50 kilos à l'arrière du véhicule. C'était un test, un de plus. J'ai soulevé les sacs, sans rien dire, sentant son regard sur mon dos. De retour au haras, la soirée tombait. Nous avons rangé les sacs dans la réserve. La lumière de l'unique ampoule était faible, projetant de longues ombres. Après avoir empilé le dernier sac, je l'ai vue retirer ses gants. Elle a longuement fléchi les doigts de sa main droite, un par un. Ses jointures étaient rouges et un peu enflées. J'ai détourné le regard, j'ai pris un balai et j'ai commencé à nettoyer la poussière de grains sur le sol en béton, lui laissant cet instant sans témoin. Un soir, un orage menaçait. Nous étions tous les deux sur le perron de la maison principale, elle assise sur la vieille chaise à bascule qui grinçait, moi sur la première marche. Elle graissait une bride, ses mains bougeant avec une précision fascinante. Je nettoyais un couteau de poche. « Mon père aimait les orages », a-t-elle dit soudain, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il disait que ça nettoyait l'air. C'était la première chose personnelle qu'elle me confiait. J'ai hoché la tête, sans savoir quoi répondre. Le temps passait et une routine s'était installée entre nous. Le café du matin, qu'elle laissait sur le rebord de ma fenêtre avant que je ne me lève, le signe de tête qu'on s'échangeait le soir, chacun retournant dans son logis. On se comprenait sans parler. Je savais quelle tâche prendre pour lui éviter un effort, et elle me laissait faire. Une concession silencieuse qui valait plus que n'importe quel mot. Je déplaçais les auges les plus lourdes avant qu'elle n'arrive, et elle s'assurait qu'il y ait toujours un repas chaud pour moi le midi. Je me suis habitué à la voir parler à Belle, sa vieille jument. Elle lui murmurait des choses à l'oreille, caressant son encolure. C'était son seul confident. Un jour, en passant près du box, je l'ai entendu dire « On va y arriver, ma vieille. On y arrive toujours. » Sa voix était fatiguée, mais déterminée. Je me suis éloigné sans faire de bruit, sentant que j'avais surpris un moment qui ne m'était pas destiné, un instant de pure vulnérabilité. Puis il y a eu ce soir-là. Un jeune poulain s'était empêtré dans une clôture de barbelés, près du bois. La panique le faisait se débattre, aggravant ses blessures. Hélène m'a appelé, sa voix tendue. Nous avons couru jusqu'au pré. Le soleil se couchait, baignant la Seine d'une lumière rougeoyante. L'air était frais, et on entendait les cris stridents de l'animal. Elle a sorti une pince coupante de sa poche, ses mains tremblaient très légèrement. « Tiens-le, Léo, parle-lui. Calme-le » m'a-t-elle ordonné. Je me suis approché doucement du poulain, lui parlant d'une voix basse et continue. J'ai réussi à l'immobiliser, sentant ses muscles trembler sous mes mains. Hélène s'est agenouillée dans l'herbe humide et a commencé à couper les fils de fer, un par un, avec une concentration féroce. Ses gants étaient posés à côté d'elle, inutiles pour un travail si délicat. Ses mains nues étaient éraflées par le métal. Une fois le dernier fil coupé, le poulain s'est libéré d'un bond et a rejoint sa mère qui l'attendait en hennissant un peu plus loin.
Nous sommes restés là, essoufflés, dans la lumière mourante. La brume commençait à monter des champs. Hélène s'est relevée lentement, en s'appuyant sur un piquet de la clôture. Elle a essuyé une trace de sang sur sa joue avec le dos de sa main. Elle a ramassé ses gants et s'est tournée vers moi. Pour la première fois, son regard n'était pas celui d'une patronne évaluant son employé. Il y avait autre chose, une sorte de reconnaissance peut-être. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée. Elle a simplement fait un signe de tête, et nous sommes rentrés vers les bâtiments de la ferme sans un mot. La distance entre nous semblait soudain beaucoup plus petite. Cette nuit-là, depuis la fenêtre de ma petite maison, j'ai regardé la lumière de sa cuisine rester allumée bien plus tard que d'habitude. Je suis resté assis sur mon lit, à faire tourner entre mes doigts le couteau que j'avais nettoyé plus tôt. J'ai repensé à ses mains nues, tremblantes mais si précises. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander combien de batailles comme celle-ci elle avait menées toute seule dans le silence de ces collines. Ça faisait maintenant 2 mois que j'étais là. Notre routine était faite de ces silences et de ce travail partagé. Je m'étais habitué à la voir poser ses gants en cuir sur le rebord de la fenêtre de la sellerie chaque soir. Mais ce soir-là, après avoir libéré le poulain, quelque chose s'était dénoué entre nous. Le silence qui nous séparait sur le chemin du retour n'avait plus le même poids. Ce n'était plus un vide, mais un espace partagé. Le soir où nous avons sauvé le poulain a laissé une trace. Le silence entre nous, le lendemain matin, n'était plus le même. Il n'était plus fait de distance, mais d'une sorte d'attente. En lui tendant sa tasse de café sur le perron, nos doigts se sont frôlés. Elle a maintenu mon regard une seconde de plus que d'habitude avant de prendre la tasse, la vapeur montant entre nous comme un voile. Les semaines qui ont suivi ont vu l'automne s'installer pour de bon. Les feuilles du grand chêne passaient du vert au jaune, puis au roux, tombant une à une sur le sol humide. Nos journées de travail s'allongeaient, dictées par la nécessité de tout préparer avant les premières gelées. On parlait peu, mais nos gestes s'étaient accordés. Je savais quel outil elle allait demander avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Je le lui tendais et elle le prenait sans un mot. Un soir, alors que nous réparions une vieille mangeoire dans la grange, la lumière de l'ampoule unique jetait de longues ombres. Elle a lâché son marteau. « C'est ici que c'est arrivé », a-t-elle dit, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du vent dehors. Elle a posé une main sur le bois usé de la mangeoire. L'accident. Avec mon père, il a été projeté juste là. J'ai arrêté de visser une planche, mes mains immobiles sur le bois. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé le point vide, comme si elle revoyait la scène. Il m'a poussé hors du chemin. Le cheval était devenu fou. Ma jambe a été prise sous lui, mais mon père... Elle a laissé la phrase en suspens. Elle a repris son marteau et a frappé un clou avec une précision féroce, le bruit sec résonnant dans le silence de la grange. Je n'ai rien dit. J'ai juste recommencé à visser ma planche, lui offrant la seule chose que je pouvais, ma présence. Les jours suivants, elle était plus silencieuse que d'habitude. Je la surprenais parfois, le regard perdu vers les collines, la main sur sa hanche droite. Un après-midi, en rentrant le foin, elle a fait un faux mouvement. Un grognement de douleur lui a échappé, très bref, qu'elle a tout de suite tenté de masquer par une quinte de toux. J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai soulevé le ballot de paille suivant, le plus lourd, le plaçant directement dans la remorque pour lui éviter l'effort. On a développé une sorte de rituel. Chaque fin d'après-midi, on s'asseyait sur le perron, chacun avec une tasse de café ou de thé. On ne disait rien pendant de longues minutes, regardant les chevaux rentrer au pré pour la nuit. Le grincement familier de sa chaise à bascule était devenu une sorte de métronome pour nos fins de journée. Je me suis surpris à attendre ce moment, ce silence partagé, qui apaisait le vacarme de mes propres pensées. Un jour de grand vent, en travaillant près de la sellerie, son gant droit est tombé de sa poche. Le vent l'a fait rouler sur le sol boueux. Je l'ai ramassé avant elle. En le lui tendant, j'ai senti le cuir usé, déformé par sa main, et la sangle supplémentaire qu'elle avait cousue. J'ai compris à quel point cet objet était une extension d'elle-même, de sa volonté. Elle l'a repris, ses doigts effleurant les miens, et l'a remis dans sa poche sans un mot. L'hiver approchait, l'air devenait plus mordant. On passait plus de temps à l'intérieur, dans la chaleur de la sellerie, à entretenir les cuirs. L'odeur de la cire d'abeille et du vieux cuir remplissait l'espace. Un jour, en graissant une selle, nos épaules se sont touchées. C'était un espace étroit. Ni elle, ni moi n'avons bougé. Nous avons continué notre travail, côte à côte, sentant la chaleur de l'autre à travers nos vêtements de travail. La solitude de la ferme en hiver commençait à se faire sentir. Le village semblait plus loin, les visites plus rares. Un voisin était passé un matin pour discuter d'une bête malade. J'ai vu Hélène se redresser, sa voix devenir plus ferme, presque dure. Elle a refusé son offre d'aide pour rentrer le bois. Quand il est parti, elle s'est appuyée contre le montant de la porte, le visage fatigué. Elle m'a vu la regarder et a aussitôt repris sa posture droite. « Il y a du travail qui nous attend »,
a-t-elle simplement dit. Elle a commencé à me confier d'autres fragments de son histoire, toujours au détour d'une tâche. En curant le box de Belle, elle m'a parlé de sa mère, partie quand elle était enfant. En triant de vieilles photos trouvées dans un tiroir, elle m'a montré son père, jeune homme souriant, si différent de l'image que je m'en faisais. Elle ne demandait pas de pitié, elle ne faisait que constater des faits comme on lirait un inventaire. Je me suis mis à lui laisser un thermos de soupe chaude sur le rebord de sa cuisine les soirs où je savais qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner. Elle ne m'a jamais remercié directement, mais le lendemain matin, je trouvais le thermos nettoyé et rempli de café près de ma porte. C'était notre langage, des gestes simples qui disaient « je te vois » et « je suis là » sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Un soir, la pluie a commencé à tomber, une pluie fine et glaciale qui n'allait pas s'arrêter. Nous étions dans la cuisine, elle vérifiait ses comptes sur un vieux cahier. Moi, je réparais une lanterne cassée sur un coin de la table. La radio annonçait une tempête pour les jours à venir. Elle a poussé un soupir, passant une main sur son visage. « Ça va être dur pour les bêtes », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. « On gérera », j'ai répondu sans réfléchir. Elle a levé les yeux de son cahier. C'était la première fois que j'utilisais ce « on ». Un léger pli est apparu au coin de ses lèvres. Ce n'était pas un sourire, mais c'était proche. Elle a hoché la tête doucement et a reporté son attention sur ses chiffres. Mais quelque chose avait changé dans la pièce. L'air semblait plus chaud, malgré le vent qui commençait à gémir dehors. Cette nuit-là, je suis resté longtemps éveillé, écoutant la pluie frapper contre ma fenêtre. Je pensais à elle, seule dans cette grande maison. Je me suis rendu compte que je ne pensais plus à partir à la fin de la saison. L'idée de laisser cette ferme, de la laisser elle, me serrait la gorge. J'ai passé une main dans mes cheveux. Je n'avais pas signé pour ça. J'étais venu pour un travail, pour un salaire, pas pour m'attacher à des murs en pierre et à une femme qui portait son chagrin comme une armure. Le lendemain, la tempête était là. Le vent hurlait, arrachant les dernières feuilles aux arbres. Nous avons passé la journée à renforcer les clôtures, à vérifier les toitures, à mettre les animaux les plus fragiles à l'abri. Nous travaillions en parfaite synchronisation, trempés jusqu'aux os, criant par-dessus le vacarme du vent. À la fin de la journée, épuisés, nous nous sommes réfugiés dans la grange. Elle grelottait. J'ai enlevé ma veste, encore à peu près sèche à l'intérieur, et je l'ai posée sur ses épaules. Elle a commencé à protester, mais elle s'est arrêtée. Elle a simplement resserré la veste autour d'elle, le regard fixé sur la pluie qui tombait en rideau. « Merci, Léo », a-t-elle dit. Son prénom, prononcé par elle, dans la pénombre de la grange, avait un son nouveau. Nous sommes restés là, un long moment, à écouter la tempête se déchaîner. Elle s'est appuyée contre un poteau, fermant les yeux. Je voyais les traits de son visage tirés par la fatigue et la douleur que le froid et l'humidité devaient raviver. J'ai eu envie de poser ma main sur son épaule, de lui dire que tout irait bien. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, à veiller sur son repos, un gardien silencieux au cœur de la tempête. Plus tard dans la soirée, elle m'a invité à dîner dans la maison principale. « Inutile de rester dans le froid », avait-elle dit. Nous avons mangé en silence dans la grande cuisine, le seul bruit étant celui de la pluie et du feu qui crépitait dans la cheminée. Après le repas, elle m'a tendu une vieille couverture. « Tu peux dormir sur le canapé cette nuit. C'est plus prudent. » J'ai hoché la tête. Avant qu'elle ne monte se coucher, elle s'est arrêtée sur la première marche de l'escalier. Elle tenait ses gants à la main, les faisant tourner nerveusement. « Léo » a-t-elle commencé. « Pour tout ce que tu fais » Hein ? Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a juste secoué la tête, comme si les mots étaient inutiles. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu son armure complètement fissurée. Il n'y avait plus la patronne, juste Hélène. Je me suis endormi sur le canapé au son de la tempête, l'odeur de feu de bois et de pluie se mêlant dans l'air. Je sentais que nous étions arrivés à un point de non-retour. Nous étions deux solitudes qui avaient appris à cohabiter, à se soutenir sans rien demander. Mais je sentais aussi que cette tempête dehors n'était rien, comparée à celle qui se préparait à l'intérieur de ces murs, et surtout, à l'intérieur d'elle. Le ciel n'avait pas encore montré toute sa fureur. Le sommeil sur le canapé fut léger, interrompu par les claquements des volets et le gémissement du vent dans la cheminée. Au petit matin, la tempête avait redoublé de violence. Je suis sorti pour vérifier les animaux, la pluie me fouettant le visage. L'eau ruisselait sur les bords de mon chapeau. J'ai passé des heures à renforcer une partie du toit de la grange qui menaçait de s'envoler, mes mains engourdies de par le froid s'agrippant au marteau. Chaque coup de vent qui secouait la structure me faisait penser à elle, seule dans la grande maison. Quand je suis rentré, trempé et glacial, la cuisine était vide. Le feu dans la cheminée était presque éteint. Un silence anormal pesait dans la maison, seulement brisé par le vacarme de la tempête. J'ai enlevé mes bottes pleines de boue près de la porte et j'ai traversé le salon. « Hélène ?» J'ai appelé, ma voix se perdant dans le bruit de la pluie. Aucune réponse. J'ai monté les escaliers 4 à 4,
une boule se formant dans mon ventre, serrant la rampe en bois pour me presser. Je l'ai trouvée dans sa chambre, à moitié allongée sur son lit, encore habillée de ses vêtements de la veille. Elle avait dû essayer de se lever. Son visage était d'une pâleur effrayante, ses lèvres serrées pour retenir un gémissement. Une tasse de thé, maintenant froide, était renversée sur le plancher à côté du lit. Elle a ouvert les yeux quand je suis entré, et j'ai vu une détresse si profonde que j'ai dû détourner le regard un instant, posant ma main sur le montant de la porte pour me stabiliser. « Ma jambe, je ne la sens plus très bien », a-t-elle murmuré, sa voix à peine un souffle. Je me suis agenouillé près d'elle, évitant les éclats de la tasse brisée. J'ai pris une couverture sur le fauteuil et l'ai doucement drapée sur elle. Ses mains étaient glacées. Je suis redescendu chercher de quoi nettoyer, le téléphone et la trousse de premier secours. Le vétérinaire était le seul médecin que nous pouvions joindre avec les lignes coupées, et il m'a donné des instructions claires par-dessus les grésillements de la ligne. Pendant 2 jours, la ferme a cessé d'exister pour moi. Je ne sortais que pour les tâches essentielles, nourrir les bêtes en vitesse, vérifier qu'aucune inondation ne menaçait les box. Le reste du temps, j'étais à son chevet. Je lui apportais des bouillons chauds qu'elle peinait à avaler, je changeais les compresses froides sur son front. Elle dormait la plupart du temps, un sommeil agité, entrecoupé de murmures et de frissons. Je restais assis sur une chaise près de la fenêtre à regarder la pluie tomber. Sur sa table de chevet, à côté d'un verre d'eau, se trouvaient ses gants de travail. Ils semblaient abandonnés là, le cuir usé et raide. Un soir, alors qu'elle dormait, je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre. J'ai passé mon pouce sur la sangle de cuir qu'elle avait ajoutée. L'objet semblait si plein de sa force habituelle, et la voir si vulnérable à côté rendait le contraste insupportable. J'ai reposé les gants exactement à leur place, comme si je ne les avais jamais touchés. Le 3e jour, la pluie s'est calmée. Le ciel était encore bas et gris, mais le vent avait cessé de hurler. Hélène était réveillée quand je suis entré avec son petit déjeuner. Elle s'était redressée contre les oreillers. Elle avait l'air épuisée, mais son regard avait retrouvé une partie de sa dureté habituelle. Elle a regardé le plateau que je posais sur ses genoux, puis elle a levé les yeux vers moi. J'ai passé une main dans mes cheveux. Mal à l'aise sous son inspection silencieuse, elle a ignoré la nourriture. D'une main qui tremblait légèrement, elle a désigné une enveloppe posée sur sa commode. Dans le tiroir du haut. Apporte-la-moi. Sa voix était encore faible mais ferme. J'ai obéi sans un mot. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a prise et l'a posée sur la couverture, la poussant vers moi avec 2 doigts. Je suis resté immobile, les mains le long du corps, ne comprenant pas ce qui se passait. Le seul bruit était le goutte à goutte d'une gouttière à l'extérieur. C'est ton salaire, avec 1 mois d'avance. Tu peux partir quand tu veux. La route principale devrait être dégagée d'ici ce soir. Elle disait cela en regardant fixement un point sur le mur, juste au-dessus de mon épaule. J'ai secoué la tête, un mouvement presque imperceptible. Mon cœur a commencé à battre lourdement contre mes côtes. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais aucun son n'est sorti. Le silence s'est étiré, rempli de tout ce que nous n'avions jamais dit. Enfin, elle a tourné son visage vers moi. Ses yeux brillaient, mais aucune larme n'est tombée. Son menton tremblait à peine. « Je ne peux pas te garder, Léo. Regarde-moi, je ne sers plus à rien. » Sa voix s'est brisée sur la fin de la phrase, un son rauque et plein de douleur. Elle a pris une inspiration difficile. « Tu n'as pas signé pour ça. » Ou elle a détourné le regard, fixant à nouveau le mur, me laissant seul face à ces mots qui flottaient entre nous comme une sentence définitive. Je suis resté immobile, le bruit de la pluie contre la vitre, semblant s'amplifier dans le silence de la chambre. L'enveloppe blanche posée sur la couverture était comme une frontière qu'elle venait de tracer entre nous. J'ai regardé ses mains, posées à plat sur le drap, puis son visage tourné vers le mur. J'ai serré les poings dans mes poches, le tissu humide de mon pantalon collant à ma peau. Je n'ai pas bougé d'1 centimètre, attendant qu'elle me regarde à nouveau. Lentement, j'ai secoué la tête. J'ai fait un pas vers le lit, et, sans toucher l'enveloppe, je l'ai repoussée doucement vers elle avec l'index. « Non », j'ai dit. Ma voix était plus rauque que je ne le pensais. Je me suis retourné pour prendre le plateau que j'avais laissé sur la commode, et je l'ai posé sur sa table de chevet, le bruit de la cuillère contre la céramique résonnant dans la pièce. Cet acte simple, continuer à prendre soin d'elle, était ma seule réponse possible. Elle a insisté, sa voix gagnant en force, une force née du désespoir. « Léo, sois raisonnable. Tu es jeune, tu as une vie à construire, pas à passer à réparer celle des autres. Cette terre n'est pas ta lutte. » Elle a essayé de se redresser sur ses oreillers, le mouvement lui arrachant un léger grimacement de douleur qu'elle n'a pas réussi à cacher. Son regard me fuyait, se fixant sur la fenêtre, où les branches des arbres se tordaient sous le vent. Je me suis retourné vers elle. Mon regard a balayé la pièce et s'est arrêté sur ses gants de travail, posés sur le bois sombre de la table de chevet. Le cuir usé, la sangle qu'elle avait elle-même cousue. Il semblait attendre. J'ai de nouveau secoué la tête. Ce n'est pas juste une terre, Hélène.
Vous le savez. J'ai fait un pas de plus vers le lit, réduisant la distance qu'elle essayait si désespérément de mettre entre nous. Son souffle s'est bloqué. Elle a enfin tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Il y avait une panique à peine contenue dans son regard. Le hara, ma jambe quand elle me lâche, la solitude. Tu n'as pas signé pour ça. Les mots sont sortis comme une confession, un dernier rempart qu'elle érigeait. C'était sa plus grande peur, dite à voix haute. La peur de n'être plus qu'un fardeau pour quiconque s'approcherait d'elle. Je me suis agenouillé près du lit pour être à sa hauteur. J'ai attendu qu'elle ne détourne plus le regard. Ma voix était calme, posée, ne laissant aucune place au doute. J'ai signé pour tout ce qui vient avec toi. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Le hara, les chevaux, la tempête. Et toi, surtout toi. C'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. Ma main s'est levée et a effleuré la sienne, posée sur la couverture. Une larme a roulé sur sa tempe, se perdant dans ses cheveux. Elle n'a pas essayé de l'essuyer. Son corps tout entier semblait se détendre, comme si un fil tendu à l'extrême venait de lâcher. Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, l'armure avait disparu. Il ne restait qu'Hélène. Elle a hoché la tête. Un mouvement presque imperceptible. J'ai repris ma main et je suis resté là, à genoux, jusqu'à ce que sa respiration redevienne calme et régulière. 3 semaines plus tard, le soleil d'automne baignait le perron d'une lumière dorée. Hélène était assise sur sa chaise à bascule, une couverture sur les genoux, un livre posé à côté d'elle. Elle ne lisait pas. Elle regardait les poulains jouer dans le pré d'en face. Je m'étais assis sur les marches, en train de réparer une bride, le cuir souple glissant entre mes doigts. Le silence entre nous était différent maintenant. Il était plein, confortable. Je ne sais pas si j'aurais la force de tout gérer cet hiver, a-t-elle dit soudain, sans me regarder. Sa voix était basse, une simple constatation. Elle a passé sa main sur le bois usé de l'accoudoir, ses doigts suivant les rainures. La peur était toujours là, mais elle n'était plus cachée. Elle était posée entre nous, une chose que nous pouvions regarder ensemble. Le vent a fait bruisser les dernières feuilles du grand chêne. J'ai arrêté mon travail. Le poinçon est resté planté dans le cuir. J'ai posé la bride sur mes genoux. Laisse-moi faire, on est une équipe maintenant. Les mots étaient simples, une évidence. Je n'ai pas fait de promesses grandiloquentes. J'ai simplement nommé ce que nous étions devenus. Elle a tourné la tête vers moi, un pli au coin des lèvres. Ce n'était pas un sourire, mais c'était suffisant. J'ai repris mon outil, et le bruit régulier de mon travail a recommencé à rythmer le silence. Quelques jours après, nous marchions lentement vers le grand chêne tordu au sommet de la colline. C'était la première fois qu'elle s'aventurait si loin de la maison. Elle s'appuyait sur une canne d'une main, et son autre main était posée sur mon avant-bras. Je sentais la légère pression de ses doigts à travers la manche de ma chemise. Nous avancions au rythme de sa jambe blessée, nos pas se synchronisant sur la terre encore humide. Arrivée sous l'arbre, elle a lâché mon bras et a posé une main sur l'écorce massive et rugueuse. Elle a levé la tête, suivant du regard les branches noueuses qui s'étiraient vers le ciel. « Mon père disait que cet arbre était comme notre famille », a-t-elle murmuré. Tordu, plein de cicatrices, mais impossible à déraciner. Sa voix était empreinte d'une sorte de révérence, comme si elle parlait à un vieil ancêtre. J'ai posé ma main sur la sienne, contre le tronc de l'arbre. Sa peau était fraîche sous la mienne. Nos doigts se sont entremêlés sur l'écorce. Je n'ai pas regardé son visage, mais le chêne, comme elle. Alors on va s'assurer qu'il reste debout. Le « on » n'était plus une suggestion, c'était un fait. C'était une promesse faite non pas à elle, mais à l'arbre, à la terre, à tout ce qu'elle représentait. Les semaines se sont transformées en un mois. La force d'Hélène revenait, lentement mais sûrement. La canne fut de moins en moins utilisée. Nous avions trouvé notre rythme, un ballet silencieux où chacun connaissait son rôle. Je m'occupais des tâches les plus lourdes, et elle dirigeait tout avec son expertise, sa voix redevenue ferme. L'hiver approchait, le gel recouvrait l'herbe chaque matin, mais pour la première fois, je ne sentais pas le froid. Nous étions prêts. Nous étions ensemble. 2 mois ont passé depuis la tempête. Je me réveille maintenant dans la chambre d'amis de la grande maison, au son du plancher qui craque au rez-de-chaussée. L'odeur du café me tire du lit. En bas, Hélène est déjà dans la cuisine. Elle me tend une tasse sans un mot, puis se retourne pour regarder par la fenêtre l'aube qui se lève sur les collines. Ses mouvements sont plus lents certains matins, mais elle ne se cache plus. Elle s'étire simplement, un léger grimacement sur le visage, avant de prendre sa propre tasse. Nos journées sont un ballet que nous avons appris à danser ensemble. Je m'occupe de rentrer le foin et de réparer ce qui est lourd ou demande de la force. Elle gère les soins précis aux chevaux, les commandes, la paperasse. Quand nous travaillons côte à côte, pour panser un poulain ou réparer une clôture, nos mains se frôlent parfois en cherchant le même outil. Personne ne retire sa main. On se regarde juste une seconde, puis on continue le travail, le silence rempli de cette simple proximité.
Un après-midi, en nettoyant la sellerie, j'ai retrouvé ces vieux gants de travail, ceux avec la sangle en cuir. Je les ai dépoussiérés et huilés, puis je les ai posés sur le rebord de la cheminée dans le salon. Elle les a vus en rentrant le soir. Elle a passé un doigt sur le cuir usé un long moment, puis elle a levé les yeux vers moi. Elle n'a rien dit, mais ses gants sont restés là, non plus comme une armure, mais comme un souvenir de la route que nous avions parcourue. Parfois, le soir, on s'assoit sur le perron, comme avant, elle sur sa chaise à bascule, moi sur la marche. On regarde les étoiles apparaître dans le ciel immense. Elle me parle de son père, de ses rêves pour ce haras. Je lui parle de la ferme de mes parents, du poids que j'ai porté pendant des années. Les mots viennent facilement maintenant, sans effort, portés par le grincement régulier de la chaise et le chant des grillons. Je lui ai raconté comment j'ai vu ce chêne tordu le premier jour, et comment il m'a fait penser à chez moi. Elle a recommencé à monter à cheval, juste belle, la vieille jument calme. Je la hisse en selle, ma main sur son dos pour la stabiliser, et je marche à côté d'elle dans le manège. Je vois la joie sur son visage, une joie pure, presque enfantine quand elle sent à nouveau le mouvement de l'animal sous elle. Elle ne va pas vite, elle ne va pas loin, mais elle est là, droite et fière sur sa monture. Je tiens la longe, et je sais que c'est bien plus qu'une simple balade. L'autre jour, en rentrant du village, le vieux pick-up était tombé en panne à mi-chemin. Nous avons dû rentrer à pied, sous un soleil froid de fin d'automne. Elle a dû s'arrêter plusieurs fois, s'appuyant sur mon bras. Elle n'a pas dit « je gère », elle a juste dit « attends une minute, Léo ». Et nous avons attendu, regardant les champs s'étendre de chaque côté de la route, jusqu'à ce qu'elle soit prête à repartir, sa main toujours posée sur mon bras. Je ne suis plus l'ouvrier agricole de passage. Mes outils ont leur place attitrée dans l'atelier, mes bottes sont à côté des siennes, près de la porte d'entrée. Je connais chaque craquement de cette maison, chaque humeur des chevaux, chaque ombre que le soleil projette sur les collines. Quand je regarde le haras, je ne vois plus le lieu de travail d'Hélène, je vois notre maison. Je vois la terre où j'ai enfin posé mon sac et mes racines. Ce soir, le premier vrai gel de l'hiver a blanchi les clôtures. Nous sommes restés un instant sur le seuil de la porte, regardant la lune briller sur le paysage figé. La buée de notre souffle se mêlait dans l'air glacial. Elle a frissonné et s'est rapprochée un peu plus de moi. J'ai passé un bras autour de ses épaules, et nous sommes restés là, à regarder le silence blanc. Le printemps finirait par arriver, et nous serions prêts pour lui.